120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Inès Mrirbi, bienvenue au Studio 3. Donc un troisième ouvrage qui s'intitule Pour l'amour du ciel et qui paraît aux éditions Hkaïa, un livre structuré en trois grandes parties, les accompagnateurs, les traces, les revenants, précédé par un avant-propos, et puis encore une fois, c'est une très belle anecdote qui est au démarrage de l'ouvrage. Alors, tout à fait, ça c'est parti d'une anecdote personnelle, c'est parti d'une journée en juillet 2024 où j'ai accompagné pour la première fois quelqu'un à l'aéroport, chose que j'ai toujours refusé de faire, par peur de la décharge émotionnelle que ça pourrait produire en moi. Et le jour où j'ai pris mon courage à deux mains pour le faire, les scènes auxquelles j'ai assisté, le fait de vivre la chose, mais aussi de voir combien de personnes étaient en train de vivre la même chose que moi, donc d'accompagner les personnes qui partent jusqu'à la dernière porte où il faut les laisser. Je me suis dit que c'était un moment quasiment cinématographique et pourquoi pas littéraire. Et je me suis dit que j'allais me nourrir de ces émotions-là pour justement en faire un livre finalement. Et ce livre, vous l'avez construit autour de duos essentiellement, mais également autour de conversations téléphoniques, d'autres conversations. Comment ça s'est passé ? Alors, je voulais que la structure du livre ressemble à une relation à distance aussi. Une relation à distance, parfois c'est lacunaire, parfois c'est des bribes de messages, des bribes de conversations, des bribes d'appels. Donc je voulais que la structure représente le thème pour mêler un peu la forme et le fond finalement. Donc j'ai fait cet assemblage de traces que les relations à distance laissent dans la vie des personnes qui les vivent. Donc avoir une relation à distance, c'est des appels, c'est des messages. Pour les puristes, c'est des lettres, des cartes postales, etc. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de la structure. La structure commence par la première partie intitulée Les accompagnateurs. Et là, c'est beaucoup plus dense. Oui. Alors la première partie est plutôt narrative, c'était pour forcément poser le cadre, mêler à la fois des anecdotes personnelles, donc où je parle à la première personne, aussi des témoignages de personnes qui ont accepté de partager leurs histoires avec moi, pour aboutir finalement à l'histoire de mes personnages qui sera racontée dans les parties ultérieures de manière un petit peu plus sporadique, disons, à travers les différentes traces. Donc la première partie était vraiment là pour poser le contexte et pour donner un cadre spatio-temporel finalement aux traces qui vont suivre dans la deuxième partie. Et la deuxième partie s'intitule justement Traces, et là, c'est beaucoup plus fragmentaire, et il y a également des dessins qui apparaissent, et parfois même des captures d'écran en quelque sorte. Alors, l'idée des dessins, c'était une manière, vu que les personnages sont anonymes, donc ce sont des initiales A, I, R, etc., nous avons pensé à guider un petit peu le lecteur pour ne pas qu'il se perde parmi ces nombreuses initiales, pour qu'il reconnaisse les binômes. Donc c'est pour ça que l'idée des dessins est venue, c'est pour garder ce format anonyme, donc des personnages qui n'ont pas de prénom, mais où au moins on peut reconnaître quand on voit deux silhouettes de femmes, par exemple, on comprend que c'est le duo de meilleurs amis, donc A et S, etc. pour les autres binômes. Et les dessins reprennent justement le dessin de couverture de cet ouvrage intitulé Pour l'amour du ciel. Tout à fait. Alors je trouve que la couverture représente très bien l'essence même de ce que j'ai voulu raconter dans le livre, c'est-à-dire cette idée de relation parfois qui s'efface avec le temps, d'où le fait que les silhouettes soient un petit peu estompées pour les personnes qui partent par exemple. Donc la couverture représente le ciel aussi, ce ciel que les personnes qui partent traversent de part en part pour revenir, pour partir. Et effectivement, ça reprend un petit peu cette idée de trace avec les icônes qui sont parsemées dans le livre. Alors ces traces sont très aléatoires, très différentes. Oui. On peut prendre l'exemple de M et Y qui ont extrait d'échanges SMS et puis ça se finit sur une rupture d'ailleurs. C'est ça. Le but de ce livre n'était pas d'idéaliser les relations à distance, donc je voulais quelque chose d'authentique et quelque chose qui représente tous les types de relations à distance, en tout cas à ma connaissance. Donc c'était important pour moi de présenter une fin un peu différente pour l'un des trois binômes, pour montrer justement que ce n'est pas tout beau, tout rose tout le temps, malheureusement, et que parfois les silhouettes s'estompent tellement qu'elles finissent par disparaître. Et la troisième partie, la plus brève, s'intitule Les revenants. Oui, alors c'était pour fermer la boucle finalement, donc c'est quelques années plus tard, reprendre la même séquence du début, mais dans un autre contexte, avec un message d'espoir finalement par la suite, je ne vous en dis pas plus, mais pour moi cette troisième partie représente la fin d'un cycle, le début d'un autre pour les personnages. L'ouvrage se termine sur des remerciements, parmi lesquels ceux à la jeune fille de l'aéroport. Oui, alors cette jeune fille a
j'espère d'ailleurs qu'elle nous écoute en ce moment. Elle a grandement fait partie de cette aventure, puisque ce que je raconte au début par rapport à ma rencontre avec elle à l'aéroport, ce fameux jour de juillet 2024, est véridique. Donc c'est vraiment une inconnue qui m'a prise dans ses bras devant les escaliers pour redescendre vers le parking et qui m'a raconté sa propre histoire de relation à distance avec qui j'ai échangé. Aujourd'hui, nous sommes amis un an plus tard. Donc merci à elle d'avoir fait en sorte que je me rappelle de cette journée d'une manière aussi vive et aussi marquante. Nous sommes en compagnie de Inès Mghirbi pour parler de son ouvrage intitulé Pour l'amour du ciel, paru aux éditions Hkaïa. Votre ouvrage commence par un avant-propos qui d'ailleurs s'intéresse au sens du terme ailleurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le terme ailleurs, c'est un mot qui me hante quelque part depuis des années. J'avais envie de décrire quelque chose qui allait s'appeler ailleurs, un recueil de poèmes, un roman, je ne savais pas encore à ce moment-là, mais cette idée d'ailleurs, parfois inaccessible pour certains, cette idée d'ailleurs qui prend mais aussi qui donne, cette idée de l'inconnu, de se retrouver parfois dans l'inconnu plus que dans le connu finalement, le fait de se sentir parfois plus chez soi ailleurs qu'ici. Il y a tout un jeu de dichotomie avec ce terme-là qui me fascine. Et j'ai pris part à un atelier d'écriture en 2023 qui s'appelait Ailleurs aussi, comme par hasard. Et je me suis dit que c'était un signe de la vie, finalement, pour que je continue à explorer cette thématique dans mes prochains écrits. Et ce récit, vous l'assumez, est un récit hybride. Dites-nous en quoi et selon quelle stratégie d'écriture. Alors, déjà hybride par rapport à la forme, parce que comme on en a discuté tout à l'heure, la deuxième partie, donc les traces, qui est le cœur du livre finalement, ce n'est pas une narration avec un début, une fin et des faits en fait. C'est à la fois des cartes postales, des SMS, des conversations, des post-it. Donc c'est ce format un petit peu expérimental, si je puis dire, qui fait que j'appelle ça un livre hybride, parce qu'on ne peut pas vraiment le qualifier de roman au sens classique du terme. Ce n'est pas non plus une nouvelle, c'est un assemblage de traces finalement. Et vous assumez également cette expression format fragmenté. Oui. Vous l'utilisez dans l'avant-propos de l'ouvrage, ainsi que cette phrase, un mot gribouillé sur un autocollant, une lettre glissée dans la valise de l'être aimé, une capture d'écran des derniers SMS avant le vol, tout cela donc c'est des moyens de dresser, je vous cite, le portrait de ces amours confrontés au kilomètre. Oui, alors ces fragments, ces traces, ça représente beaucoup de vécu, ça représente aussi le vécu des personnes qui ont accepté de témoigner anonymement pour ce livre. Ça rentre dans presque cette quête archéologique, si je puis dire, de qu'est-ce qu'une relation à distance au quotidien, au-delà de dire oui, j'ai un frère ou une sœur à l'étranger, ou bien mon compagnon est à l'étranger. Au quotidien, qu'est-ce que ça donne ? Donc au quotidien, pour ma part, ce sont des petits morceaux de lettres, des petits post-it, des cartes postales. C'est parti d'un vécu personnel et je me suis rendu compte que les formes, les fragments de relations à distance sont autant divers et variés qu'il n'existe de relations à distance sur cette terre. Et du coup, je voulais représenter au plus possible l'universalité de ces fragments. Et cette manière de faire a été très bien accueillie à la Foire internationale du livre de Tunis parce que le public a véritablement réservé une ovation à votre livre. J'ai été très touchée ce jour-là de voir que des personnes que je ne connaissais pas, qui ne connaissaient pas mon histoire personnelle avec les relations à distance, ont montré une certaine émotion qui, je pense, m'accompagnera toute ma vie, l'émotion que j'ai vue ce jour-là à la séance de dédicace, parce que les gens se sont reconnus, et des personnes qui n'ont pas le même profil que moi. Par exemple, il y avait des mères de famille qui ont été très touchées parce que ça leur rappelait le départ de leurs enfants, ou bien ça leur a rappelé 40 ans en arrière, quand c'est elles qui sont parties, à une époque où la technologie était beaucoup moins évoluée que ça, donc où les au revoir étaient beaucoup plus durs, finalement, parce que les séparations étaient plus brutes. Donc j'ai été très touchée de voir que ce livre a réussi à toucher différents publics, et c'est exactement pour ça que je me suis autant nourrie de différents témoignages, c'était pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Et est-ce que c'est de cette manière-là que votre livre antérieur, intitulé Inachevé, paru en 2022, est-ce ce livre-là qui vous a poussé sur cette thématique ? Alors, pas du tout, parce que quand j'ai écrit les Inachevés, c'était parce que j'avais cette volonté de déterrer
les lettres d'amour manuscrites, comme on le faisait à l'époque. Donc c'était une volonté totalement indépendante de ces relations à distance. Je vivais déjà des relations à distance à l'époque, mais je n'avais pas encore eu le déclic nécessaire. Peut-être que je ne les vivais pas assez intensément à l'époque, mais en tout cas, le déclic pour ce troisième livre est venu bien après Les Inachevés. Je cherchais un nouveau message, quelque chose qui me pousserait à écrire pendant des mois, des années s'il le faut. En 2022, ça a été les lettres d'amour, cette ancienne tradition qui se perd et qui parfois renaît de ses cendres aujourd'hui à travers les SMS, qui sont quelque part une forme de lettres d'amour moderne. Et 3 ans après quasiment, j'ai eu le déclic de ce nouveau message qui était les relations à distance. Donc les deux livres ont été pensés et écrits indépendamment l'un de l'autre. Revenons aux inachevés. Rien n'est gratuit dans ce livre. Peut-être les prénoms, mais en tout cas, il nous renvoie à une histoire fort connue, un mythe, celui de Roméo et Juliette. Tout à fait. Avec ce livre, je tenais aussi à rendre hommage aux origines italiennes de ma grand-mère, vu que c'est un livre qui se déroule à Vérone, dans le véritable club de Juliette, qui est un club qui date des années 30, où il y a ce qu'on appelle les secrétaires de Juliette, qui sont des femmes bénévoles du monde entier, qui répondent aux lettres d'amour envoyées à Juliette Capulet, au nom de Juliette finalement. Et il y a un mur de pierre où des personnes du monde entier viennent glisser des lettres d'amour, soit pour se confesser, soit pour que ça leur porte chance. Le nombre de demandes en mariage qu'il y a eu devant ce mur est juste sublime. Donc c'était à la fois le cadre parfait pour moi, pour à la fois rendre hommage à mes origines, aux origines de ma grand-mère, et pour transmettre ce message qui me tient beaucoup à cœur. Les lettres d'amour ne sont pas mortes, elles se réinventent. Et puis c'est un autre couple que vous nous présentez, Matteo et Maya, qui sont beaucoup plus modernes que Roméo et Juliette. Tout à fait, tout à fait. C'est ça aussi que je voulais montrer, c'était que finalement l'amour que Roméo a apporté à Juliette et inversement a traversé les époques, et aujourd'hui il y a des personnes qui vivent cette histoire d'amour dans les mêmes murs que les deux personnages les ont vécus, bien qu'à ma connaissance Shakespeare n'est jamais allé à Vérone, donc j'ai trouvé ça intéressant, et de me dire qu'il a réussi à placer son histoire dans un contexte aussi particulier sans jamais y être allé. Donc Maya et Matteo, c'est pas un amour interdit, donc quelque part c'est plus facile que Roméo et Juliette, mais par contre, ce qui est drôle, et c'était absolument pas voulu ni réfléchi de ma part, c'est qu'à la fin, ce qui sépare ces nouveaux Roméo et Juliette, c'est la distance. Et vous auriez pu commencer votre deuxième roman par une définition du mot ailleurs. C'est ça, tout à fait. Et je me pose encore la question, qu'est-ce que l'ailleurs ? Peut-être que ma définition ne sera pas la même que la vôtre. Pour moi, l'ailleurs, c'est à la fois quelque chose d'inaccessible, c'est à la fois quelque chose qui m'a pris beaucoup de choses, mais qui m'a énormément donné. Et je remercie du fond du cœur cet ailleurs de m'avoir fait rencontrer les personnes qui font partie de ma vie aujourd'hui. Il y en a certaines qui sont en train de nous écouter en ce moment. Donc cet ailleurs, pour moi, il m'a autant pris qu'il m'a donné. Et je lui en suis très reconnaissante. C'est à 19 ans, Inès Mrebi, que vous avez publié votre premier roman. Il s'intitule Éclat de cœur. Oui. Alors, Éclat de cœur, c'était une toute première expérience. Ça a été fait grâce à des extraits de mon propre journal intime. Donc, j'alimentais un journal depuis quelques années qui m'a suivi de la fin de mon adolescence vers ma transition à l'âge adulte. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai ce qu'on appelle une hypersensibilité. Et que grâce à cette découverte, j'ai compris pas mal de fonctionnements internes chez moi, donc je me suis renseignée sur la question et j'ai créé ce personnage, Rose, qui représente justement tous ces questionnements que je racontais à mon journal intime à l'époque où je ne comprenais pas pourquoi mes émotions étaient si intenses, pourquoi je pleurais autant de joie que de tristesse. Flaubert disait « Ce qui rafle les autres me déchire », et si je devais résumer l'esprit de ce premier livre, ce serait cette citation. Et vous y revenez parfois, ce premier livre ? Alors, je ne l'ai pas relu depuis. Et ce n'est pas que je n'en ai pas envie, mais j'ai peur de ne plus me reconnaître peut-être dans ce livre, ou bien d'être trop critique sur mon écriture, parce que je n'avais que 19 ans. C'était une première expérience en auto-édition en plus. Donc, j'ai peur d'éprouver plus un sentiment de critique maintenant avec ce livre, avec les yeux d'une femme de 25 ans qui a
un petit peu plus d'expérience du coup maintenant en termes d'écriture, je le porterai toujours dans mon cœur et j'en garde un excellent souvenir, mais je n'ai jamais pensé à me replonger dedans. En tout cas, en filigrane, les 3 ouvrages dont je rappelle les titres, Éclat de cœur, Les inachevés et puis Pour l'amour du ciel, parlent d'amour justement et parlent aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ce sont des thèmes qui reviennent beaucoup dans ma vie. Moi, le moteur de ma vie, c'est l'amour, et quand je parle d'amour, c'est dans toutes ses définitions. Donc, aimer ce que je fais, aimer mon entourage, tous les types d'amour, que ce soit familial, amical ou l'amour romantique. Euh, je me lève le matin en me disant que le bonheur, à mon sens, c'est justement l'amour. L'amour dans toutes ses définitions, dans toutes ses dimensions. Donc ça se reflète involontairement finalement dans mes livres. Et d'ailleurs, pas mal de personnes m'ont fait la blague en me disant ce sera encore un livre qui parle d'amour. Je leur ai dit oui, mais ce sera un livre différent des autres, vu que j'élargis la définition du mot amour, vu que ce n'est pas seulement l'amour romantique. Et l'ailleurs, qui me fascine de plus en plus et dont j'aimerais encore explorer les méandres dans de prochains écrits. Inès Mrilbi, venons-en maintenant à l'écriture. Est-ce que c'est votre journal qui vous a mené à écrire des romans? Est-ce que c'est vos lectures? Comment est-ce que ça s'est passé, cette alchimie du verbe pour vous? Alors j'ai commencé par écrire de la poésie. Donc ça a commencé par de tout petits poèmes avec 4 vers quand j'étais au collège. Et il y a un enseignant qui avait écrit sur ma copie. Donc c'est un enseignant de langue arabe qui m'a dit Wassiliya Inès la'alla biki badret ketiba. Donc continue Inès, il y a peut-être en toi une graine d'écrivain. Cette phrase m'a suivie toute ma vie. Donc j'ai écrit beaucoup de poésie à l'adolescence et après est venu ce journal intime qui m'a fait explorer peut-être d'autres formats et qui a abouti finalement à ce premier roman. Donc aujourd'hui, j'ai un peu délaissé la poésie pour la forme un peu plus romanesque, mais par exemple dans l'amour du ciel, pour l'amour du ciel, je n'ai pas pu m'empêcher de glisser quelques poèmes. Donc il y a peut-être une quinzaine de pages à la fin où ce sont une succession de poèmes écrits par un personnage pour l'autre. Donc la poésie n'est jamais partie, elle a juste pris une place secondaire. Et la danse garde une place première chez vous? Alors la danse, c'est mon premier amour. La danse, c'est encore une fois une des choses qui m'a formatée quelque part en tant que personne, parce que c'est aussi une histoire d'amour, donc tout tourne autour de l'amour finalement dans mon quotidien. Je ne saurais pas dire, en tout cas comparer mes 2 amours, donc la littérature, l'écriture et la danse, parce qu'ils représentent 2 parts de moi totalement différentes. Et bizarrement, et c'est une question que je me pose aussi sur moi-même, je n'ai jamais réussi à écrire quelque chose sur la danse. Donc j'ai toujours, inconsciemment, séparé la Inès qui écrit de la Inès qui danse. Et même quand j'essayais de le faire, j'avais un blocage. Donc encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas pour l'instant, c'est compartimenté. Mais vous continuez à danser? Oui, oui, je continue à danser. Je donne des cours de danse aux plus jeunes et aussi aux adultes au Studio Ira depuis 10 ans maintenant. J'ai été assistante pédagogique depuis 2014 et aujourd'hui je donne mes propres cours. Et la danse, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 20 ans maintenant. Cette année, on célèbre les 20 ans d'histoire. Donc voilà. Pour l'amour du ciel, le 3e roman de Inès Mrilbi qui est avec nous aujourd'hui en direct du Studio 3. Nous parlons de son parcours littéraire et nous allons parler un petit peu de votre parcours universitaire parce que ce qui n'est pas dit dans vos romans, c'est que vous êtes une redoutable doctorante en marketing. Bientôt, oui. Je viens de finir mon master de recherche en marketing à l'IHEC Carthage dans le but de m'inscrire en doctorat prochainement pour poursuivre mes recherches dans le marketing culturel. Justement, donc appliquer les théories marketing aux produits culturels et artistiques, pourquoi pas aux produits littéraires aussi, le marketing du livre, ce serait quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai d'ailleurs réalisé mon mémoire de master sur l'expérience artistique virtuelle, donc pour moderniser le sujet. Donc finalement, ça joint quelque part l'utile à l'agréable et ça combine ma passion pour l'écriture, pour la culture, pour les arts, à mes futurs travaux de recherche. Et côté lecture, vous citiez Flaubert tout à l'heure, vous parlez beaucoup de culture classique. Qu'est-ce que vous lisez? Alors, j'aime beaucoup Flaubert, effectivement, c'est pour ça que je l'ai cité pas mal de fois dans mes 2 anciens livres aussi. En littérature classique, je lis de moins en moins, à mon grand regret, parce que je me retrouve plus aujourd'hui dans des écritures plus contemporaines. Par exemple, Morgane Hortin a été une grande source d'inspiration pour moi pour Les Inachevés, puisque ça a été la première, à ma connaissance, à traiter des SMS
comme nouvelle forme de lettre d'amour contemporaine et à justement faire un récit un petit peu fragmenté. Donc c'est pour ça que je me retrouve à la fois dans son fond et dans la forme de ce qu'elle fait. Il y avait une page Instagram tunisienne aussi, dont l'auteur est encore aujourd'hui anonyme, qui s'appelle Une nuit étoilée, qui justement aussi a été une source d'inspiration parce que cette jeune fille prenait des témoignages anonymes qu'elle recevait d'histoires d'amour vécues en Tunisie par des couples tunisiens de divers profils et les racontait aussi quelque part sur cette page. Elle n'en a pas fait de livre, j'espère qu'elle en fera un jour parce que je trouve que l'initiative était très belle et que ça ressemble un petit peu à ce que Morgane Hortin fait en France. Donc aujourd'hui c'est plus ces formes littéraires-là qui me nourrissent dans ma propre écriture, bien que les livres plus classiques restent la base de tout finalement, le commencement par lequel j'ai commencé à apprécier la littérature. Au sortir de Pour l'amour du ciel, bien évidemment, la jeune autrice Inès Mrilbi a certainement un autre ouvrage qui est en cours. Je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Beaucoup de lecteurs m'ont demandé est-ce qu'il y aura un Pour l'amour du ciel 2 ? Parce que Pour l'amour du ciel part de la perspective des personnes qui restent, donc des accompagnateurs d'aéroport au vu du titre de la première partie. Donc maintenant se pose la question de et ceux qui partent. Et vu que, pour la petite anecdote, 24 heures après la sortie du livre à la foire, c'est moi qui suis partie pour un programme d'échange universitaire en France, j'ai été de l'autre côté de l'aéroport, donc c'est moi qui suis partie. Et je suis en pleine réflexion sur est-ce que Pour l'amour du ciel 2 a une raison d'exister par rapport à ces personnages qui partent et qui ont aussi des choses à dire. Donc éventuellement ça a toujours resté dans cette idée d'ailleurs, en tout cas. Peut-être aussi reprendre la thématique des lettres d'amour, des inachevées, pour peut-être la développer. Pourquoi pas raconter une autre relation à distance de la perspective de la personne qui part, à travers des lettres d'amour uniquement. Ça peut être aussi un choix littéraire que je pourrais faire, donc c'est encore en pleine réflexion dans mon esprit. Voilà, et puis je pense que vous avez vécu pour cet ouvrage une belle aventure avec l'équipe éditoriale de Hkaïa. Oui, l'accompagnement que j'ai eu avec les éditions Hkaïa fut très enrichissant. C'est une chance que j'ai eue d'être accompagnée par eux dès le début. J'ai été impliquée dans le process post-envoi du manuscrit, du début à la fin. C'était une expérience que j'ai vécue à 100% avec eux, main dans la main, avec toujours beaucoup de bienveillance. On a discuté avec beaucoup de réparties, beaucoup de critiques constructives de la forme du livre, du contenu. C'était un plaisir de travailler avec eux. Je remercie Madame Fatma Choura qui a été mon premier point de contact avec les éditions Hkaïa. Et l'expérience a été très enrichissante pour moi avec eux. Et cette expérience en France qui vous a permis d'ailleurs de vous exercer à l'écriture critique. C'est ça. Alors du coup, quand je suis partie en France, c'était principalement pour rédiger mon mémoire de master. Mais j'ai continué à écrire à côté, justement, des bribes de ce que la suite de l'histoire pouvait donner, en m'inspirant de mes propres événements dans ma vie personnelle. Parce que ce qui est aussi marrant, c'est que la sortie du livre, mon départ en France et le début d'une relation à distance dans ma vie personnelle, ça a coïncidé le même mois, quasiment à la même semaine. Du coup, je me suis servie à la fois de ce temps en France, de cette nouvelle vie, de cette bulle finalement que je me suis créée là-bas, plus du début de cette nouvelle histoire, pour continuer à réfléchir à cette thématique-là. Donc peut-être que ça servira pour un prochain livre. Pour conclure cet entretien, Inès Mrilbi, je vous invite à nous parler de votre calendrier à la rentrée, éventuellement des présentations de cet ouvrage. Alors, il n'y a pas encore de date fixe, vu que je suis partie juste après la sortie du livre, donc forcément on n'a pas pu mettre en place une autre séance de dédicace par la suite. Donc là, on attend plutôt la fin des vacances d'été pour que le programme culturel soit plus dynamique et éventuellement refaire d'autres présentations. Il y a une université qui m'a proposé celle où j'ai fait ma licence, d'ailleurs l'UTC, m'a proposé de revenir pour faire une dédicace là-bas, éventuellement à la rentrée. Donc c'est pas encore mis en place, mais prochainement, j'espère. Très bien, et puis souhaitons prochainement, à la prochaine foire du livre, un 4e ouvrage. On espère. Merci beaucoup Inès Mrilbi d'être venue ici au Studio 3 et nous parler de votre parcours littéraire et puis de cette aventure avec la danse également. Bonne continuation. Merci beaucoup, ce fut un plaisir.